Alors, bienvenue encore à tous. Cette webconférence est initiée par l'organisation Archiviste Leader en marge de la Semaine internationale des archives et plus spécifiquement la deuxième édition du Sommet digital des archivistes africains. Moi, je suis Jean-Marie Capé, archiviste, record manager et responsable des archives de l'ONG Care International. Et j'ai la lourde tâche aujourd'hui de faciliter notre entretien. Ok, donc bienvenue à tous. Je propose de commencer par un tour de table pour que chacun puisse se présenter succinctement, donnant son nom, prénom, sa fonction et son pays d'origine. D'accord, merci beaucoup. Moi, c'est M. Pazemi Benoît Younous. Je suis chargé d'études archives documentation à la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la BDAC qui a son siège à Brazzaville au Congo. Je suis de nationalité tchadienne en fait. Landry, tu peux te présenter? Je suis Guy Landry Inda, archiviste, responsable des archives de la CBC, Continental Beverage Company à Abidjan. Bonsoir. Merci d'être avec vous. Moi, je suis Yassé Ongba. Je suis archiviste au ministère de la Défense et je suis aussi chef, directeur du cabinet Greenlight, un cabinet d'archivage ici au pays. Et en même temps, je suis responsable de la communication de la Société camerounaise des archivistes. Et je suis aussi dans une association internationale, l'Observatoire africain des professionnels de l'édition, où je suis directeur des bibliothèques de l'Afrique centrale. Bref, de la sous-région Afrique centrale, donc, qui réunit le Tchad, le Cameroun, le Congo, le Gabon. Donc, ce sont un peu mes casquettes là-bas. Donc, j'interviens aussi bien dans les bibliothèques que dans les archives quotidiennement. Super. Tu es camerounais? Oui, camerounais. Ok, bienvenue. Moi, je me nomme Bagidi Evariste Léon. Je suis béninois et en même temps nigérien aussi. J'évolue au Niger à Niamey. Je suis documentaliste archiviste et professeur vacataire à l'IFTI, école qui forme des journalistes, documentalistes et bibliothécaires ici à Niamey. Je suis au niveau du Fonds de solidarité africain en tant que responsable documentaliste archiviste et assistant à la communication. Donc, merci à tous. Le thème central de la journée des archives, avant d'aborder toutes les questions, est cette année renforcer les sociétés du savoir. Donc, ce que je propose donc pour commencer, c'est de demander à chacun d'entre nous de donner sa définition ou sa compréhension de ce thème, renforcer les sociétés du savoir. Dites-nous en 2 mots, c'est quoi pour vous d'abord une archive et puis que vous inspire ce thème? Pour moi ici, renforcer les sociétés du savoir, c'est de permettre à ces différentes structures-là qui ont le savoir de mettre ça à disposition de la population afin de leur permettre de connaître mieux leur pays, pour commencer d'abord, leur environnement, leur société. Ce n'est pas seulement les musées, ce n'est pas seulement les bibliothèques, mais il y en a d'autres structures qui peuvent utiliser à travers ces structures-là, faire connaître le savoir, même sur les différentes structures qui englobent chaque pays. Donc, pour moi, c'est comme ça que je pourrais me prononcer sur le renforcement des sociétés du savoir. C'est quoi une archive pour toi, Yassé, et puis que t'inspire ce thème? Bon, une archive, c'est d'abord un document et c'est surtout une trace d'activité. Une archive, c'est le prolongement social de nous-mêmes dans nos activités. Vous savez, sans les archives, beaucoup de choses ne peuvent pas se faire en société. Parce que nous sommes en société, parce que nous échangeons, parce que nous sommes en relation, nous produisons des archives. Les archives sont là pour justifier que nos actes ont été commis pendant une certaine activité. Et maintenant, pour cela, parce qu'elles sont là pour stabiliser les faits, les archives doivent être conservées pour pouvoir assurer le suivi des activités futures et renseigner ceux qui viendront. Donc, en quelques mots, pour moi, une archive, c'est une trace et la trace doit être préservée pour pouvoir assurer la conduite des activités. Que t'inspire le thème de l'année, renforcer les sociétés du savoir? Qu'est-ce que ça t'inspire? Oui, c'est vrai que je venais de finir un article dessus. Bon, renforcer les sociétés du savoir, c'est monter à un niveau un peu supérieur à la gestion courante des archives. Le niveau supérieur, c'est penser gestion de la connaissance au niveau de la communauté.
on déjà plus l'information au niveau du service, mais comment est-ce que l'information que nous avons, que nous partageons, sert les intérêts de la communauté afin de garantir l'indépendance de ceux qui vont exploiter ces ressources, afin aussi d'assurer comment dire, la rupture de la fracture technologique entre le Nord et le Sud et de permettre l'alphabétisation de ces communautés-là. Donc ici, renforcer la société du savoir, c'est vraiment permettre aux États de pouvoir bénéficier en un sein des personnes assez outillées en littératie. Quand je dis littératie, c'est l'ensemble des connaissances qui permettent à un individu de se mouvoir pleinement en société et maintenant de pouvoir s'investir dans la dite société afin de renforcer l'économie, le secteur culturel, bref, tous les autres secteurs d'activité. Donc, c'est un peu ça, ce que je perçois. Maintenant, renforcer la société de savoir revient maintenant à développer des techniques, des approches qui vont permettre d'atteindre ces objectifs-là, ces objectifs qui sont initiés par l'UNESCO. C'est-à-dire penser une société des savoirs où il y a l'échange, il y a la libre circulation des savoirs et il y a le développement des communautés qui sont isolées. Quand je parle de communautés isolées, ce sont les communautés qui ne bénéficient pas de tous les droits d'accès à l'information, comme Internet, aux bibliothèques, aux archives. Donc, renforcer, c'est appuyer, former le personnel, déployer des bibliothèques, renouveler les archives, accompagner les professionnels de ce secteur-là, sensibiliser les États pour que ces États adoptent des textes qui vont dans le sens de l'ouverture de la mémoire et valoriser la culture. Bref, moi, c'est un peu ça, renforcer. C'est tout un programme. Merci, Yassé. On va avancer maintenant dans notre thème du jour, entrer directement dans notre thème du jour. Et pour ce faire, le thème que je rappelle est archivage et bonne gouvernance, quel impact sur le développement des pays d'Afrique. Donc, bien entendu, il nous faut définir le thème bonne gouvernance pour mieux traiter ce sujet. Donc, en effet, dans un rapport paru en 92, un rapport, n'est-ce pas, de la Banque mondiale, qui était intitulé Gouvernance et développement, la Banque mondiale a défini la bonne gouvernance comme étant la manière dont le pouvoir est exercé, n'est-ce pas, pour gérer les ressources nationales, économiques et sociales consacrées au développement. Et donc, cette définition inclut les exigences suivantes: la viabilité des réformes structurelles, le droit de propriété et gouvernance fondée sur la suprématie du droit, la qualité des processus budgétaires et d'investissement public, l'efficacité et l'équité de la mobilisation des ressources, l'efficacité et l'équité des dépenses publiques, et enfin la responsabilité, la transparence de la fonction publique. Donc, c'est la définition que la Banque mondiale a donnée. Je m'en vais maintenant vous demander de donner une définition à travers votre expérience, à travers ce que vous savez de la bonne gouvernance, pour qu'on puisse ensuite faire le lien entre bonne gouvernance, développement des pays d'Afrique et archivage. Donc, pour vous, c'est quoi la bonne gouvernance? Landry. Ok. La bonne gouvernance, selon moi, c'est tout objectif qui lie la transparence à l'exécution. Parce que c'est le mot transparence qui doit apparaître dans toute l'évolution des activités menées par toute institution ou tout État. Parce que c'est là le plus gros problème. Aujourd'hui, dans l'exécution de tout ce que nous voyons, il y a un manque de transparence, donc manque de visibilité sur tout ce qui est fait. Et pour qu'on puisse prononcer le mot bonne gouvernance, il faudrait que tout soit clair et mieux vu, et mieux détaillé surtout. Parce que les rapports sont souvent biaisés. Et aussi, le compte rendu n'a rien à voir avec ce qui est préconisé au départ. Donc, pour moi, la bonne gouvernance se ramène plus à la transparence dans l'exécution de cette activité. Bon. D'accord, merci. Yassé Ongwa, tu es là? Oui, je suis là. Pour moi, la bonne gouvernance, c'est, comme mon collègue venait de le dire, la transparence. C'est la clarté et c'est l'objectivité. Bon, quand je parle de transparence, il s'agit pour les administrations en Afrique de pouvoir mettre en place des services qui permettent à toute la population d'avoir les informations claires sur la gestion des ressources financières, des ressources humaines, et maintenant sur les objectifs qu'ils se fixent.
parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre quand on parle d'administration dans nos pays. Et c'est la clarté, ça veut dire c'est la capacité à ces institutions à pouvoir mettre en œuvre des programmes et à les suivre sans ambiguïté. Généralement, les projets, des centaines de projets, même dans nos pays, sont abandonnés parce qu'à un certain niveau, il y a beaucoup de flou, il y a beaucoup d'interventions dans la lumière comme dans l'ombre qui se font dans la gestion de ces affaires-là. Et au final, les objectifs ne sont pas atteints. Et c'est aussi l'objectivité. L'objectivité, si je me tourne plus vers les individus. Donc, à chaque responsable dans son poste, il va falloir que lorsqu'il décide de mettre en œuvre son savoir-faire et qu'il le fasse sans un intérêt particulier, sans interférer avec ses propres sentiments sur la gestion courante. Et je pense qu'avec ces trois valeurs, peut-être il y a d'autres valeurs qui vont s'intégrer dans la définition de bonne gouvernance. Tout ira pour le mieux pour moi pour l'instant. Ok, merci Yassé. Bono, qu'est-ce que tu en penses de ta position dans une institution qui connaît bien la bonne gouvernance? Qu'est-ce que tu peux nous dire de la bonne gouvernance? Moi, je pense que si on peut résumer la bonne gouvernance, gestion efficace et efficiente des ressources d'un pays, et que cette gestion soit claire et transparente et accessible à tous les citoyens. Moi, je pense que ça, c'est un résumé très court, peut-être, mais la bonne gouvernance, c'est ça. Ok, maintenant pour aller dans le vif du sujet, on a défini les bases de la bonne gouvernance. Maintenant, comment est-ce que l'on s'intègre dans tout ça? Comment est-ce que l'archivage peut contribuer à la bonne gouvernance avant qu'on en arrive au développement des pays? Parce que c'est la bonne gouvernance qui implique ou bien qui permet d'avoir le développement des pays, qui facilite le développement des pays. Mais nous, en tant que spécialistes des archives, qu'est-ce qu'on peut répondre lorsqu'on nous pose la question? Quelle est la contribution des archives ou l'impact des archives pour faciliter cette bonne gouvernance? Ongwa Yassé. Merci. OK. Bon, pour cette question sur l'impact, le rôle que jouent les archives pour la bonne gouvernance d'un pays, c'est assez clair parce que pour gérer un pays, on produit des documents et aucune action dans l'administration n'est faite sans une trace. Et les traces deviennent des archives, et même sans des archives dès leur création. Et alors, lorsqu'on parle de bonne gouvernance, on évalue la performance d'un gouvernement sur les traces d'activité qu'ils produisent régulièrement, sur les rapports financiers, sur la gestion courante des ressources. On a parlé de ressources dans votre définition, efficacité sur la manière de gérer les ressources. Et cette efficacité est évaluée au niveau des archives. Et maintenant, les archives vont servir de miroir au gouvernement pour faire un état des lieux. Et ces archives peuvent aussi servir de renseignement. Ça veut dire quoi? Le gouvernement peut veiller sur la gestion des activités dans d'autres gouvernements et maintenant implémente ces techniques à partir des documents d'activité qu'eux, ils auront produit les rapports des ministères. Ils pourront implémenter les mêmes stratégies à l'intérieur du pays. Ils pourront se fixer des objectifs et à partir des traces d'activité toujours, ils pourront dire nous sommes en dessous ou nous sommes au-dessus des objectifs visés. Bref, on ne peut pas parler de bonne gouvernance sans gestion claire des documents d'activité. Et j'aimerais préciser que la norme ISO 9001 donne une place de choix à la gestion des documents d'activité et à la gestion des connaissances, à savoir le knowledge management. Et tout ça va de pair. Il ne peut pas avoir une politique de knowledge management sans gestion des documents d'activité. Et en plus, nos normes standards comme ISO 15489 viennent compléter cette fameuse norme. Et pour moi, bonne gouvernance, c'est gestion claire des activités au sein de l'entreprise qui ne peut que se faire à partir des documents d'activité, tous les archives. Donc, pour résumer, une base pour la gestion des documents, pour la mise en place d'une bonne gouvernance. Oui. Ok, merci. Guy Landry, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce point? Bon, ce que je peux dire sur ce point, en ce qui concerne l'importance des archives sur la gestion qu'on appelle la bonne gouvernance, ici, on peut parler de bonne gouvernance, certes, mais on s'appuie sur des faits clairs qui sont l'information. C'est les informations que nous mettons à disposition de ces experts-là qui peuvent relater la bonne gouvernance d'un État ou d'une institution. Et comme vous pouvez le constater si bien, un État est bien géré lorsque ses informations sont très bien gérées.
toutefois qu'il y aura un problème au niveau informationnel, sachez qu'il y aura toujours des bugs à chaque niveau de la société. Pareil, si vous arrivez peut-être dans un centre de santé, des grandes ampleurs qui gèrent mal ces formations de personnel et autres, vous pouvez voir le boom que ça peut créer, même au niveau de l'armée, au niveau des ministères. Donc, pour moi, les archives, c'est le socle même qui mène à la bonne gouvernance. Un pays qui gère bien ses archives, qui gère bien ses informations, est sur la voie de développer une performance économique énorme et dynamique sur plusieurs plans. Et c'est le cas aussi pour toute entreprise. Une entreprise qui gère mal ses informations est exposée à une ruine. Parce que ces informations peuvent atterrir chez ses concurrents ou aussi encore peut être une source de déstabilisation. Donc, pour moi, les archives, c'est le socle même de la bonne gouvernance. C'est par là, c'est le premier pilier même qui définit le reste de l'évolution de ce bâtiment-là. Donc, les archives sont vraiment partie intégrante de la bonne gouvernance selon moi. Merci bien Guy Landry. Younous, on t'avait perdu. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la place de l'archivage dans la bonne gouvernance? Ok, merci beaucoup. En fait, moi, peut-être, je vais un exemple très simple du rôle des archives dans l'État. Récemment, avec la crise qui a secoué le monde, à la baisse du prix du pétrole, les pays de la CEMAC ont demandé des programmes, à signer un programme avec le FMI. Et avant que le FMI ne puisse venir signer des programmes adaptés à chaque pays, ils ont envoyé des experts pour revoir un peu la situation de chaque pays, pour travailler sur les recettes de chaque pays, comment est-ce que l'argent est entré, comment est-ce que l'argent a été utilisé, est-ce que ça a été utilisé à bon escient, est-ce que ça a été utilisé d'une manière transparente. Et pour chaque pays, le FMI a audité les comptes et s'est basé sur les archives. Sans archives, le FMI ne peut pas venir dans un pays et savoir qu'est-ce qui a été fait avec l'argent qui est entré et comment est-ce que les budgets des pays ont été gérés. Et c'est comme ça que le Tchad, le Cameroun, le Gabon ont pu signer des programmes structurels avec le FMI. Il y a un pays comme le Congo et la Guinée équatoriale qui n'ont pas encore signé parce que le FMI ne voyait pas trop clair. À un moment, il y avait des vides. Ils se disent, mais tel montant est entré dans votre pays, on ne voit pas la traçabilité. Donc, si vous n'êtes pas clair, si vous ne nous dites pas exactement ce que vous avez pu faire avec tel argent, nous, on ne peut pas passer. Nous, on veut des choses un peu claires et des choses transparentes. Les archives sont au centre de la gouvernance. Les archives sont au centre de la gouvernance. Aujourd'hui, les archives permettent ce qu'on appelle la redevabilité. On vous nomme à un poste, vous gérez le service et vous êtes redevable de votre action. Et sans archives, on peut suivre quelqu'un qui a commis, par exemple, des infractions. Ok, on va reprendre Younous lorsqu'il revient. La connexion est difficile, mais ça va aller. Ok, c'est la réalité de l'Afrique. Tout ça, ça fait partie de la bonne gouvernance. Pourquoi faire à ce niveau-là? On va y arriver certainement. C'est vrai qu'on a donné des définitions sur l'apport de l'archivage dans le développement, dans la bonne gouvernance et tout ça. Mais de façon concrète, on va prendre des secteurs d'activité très importants pour nos populations. Je prends un secteur comme le ministère de l'Intérieur dans les pays qui englobe tout ce qui est état civil, qui gère tout ce qui est... Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que dans les pays respectifs, l'état civil est maîtrisé? Pour le Cameroun, précisément, avant les années 2013-14, chaque mairie gérait de manière personnelle ces documents, mais avec les évolutions, le gouvernement a vu qu'il y avait beaucoup de faux documents, des faux diplômes, des faux actes de mariage, des faux actes de naissance, et ça créait beaucoup de litiges au niveau de la justice. Et le gouvernement a adopté des centraliser. Et après, vous êtes... Ce qui fait que maintenant, lorsque vous établissez un acte à la fin d'année, tous ces documents sont centralisés dans une seule institution, toutes les souches, et ces souches sont numérisées. Ça permet maintenant une gestion un peu plus claire. Et
les faux actes sont facilement repérés parce que les numéros ont un numéro d'identifiant unique qui permet de renseigner sur l'effectivité de la naissance de la personne en face. Donc, ça a vraiment beaucoup apporté au niveau de la gestion de ces documents sensibles-là. Ça, c'est la grande évolution. Mais pour le reste des documents, les mairies essaient de se prendre à lancer des projets d'archivage et les documents au niveau des communautés ne sont pas encore archivés. Et malgré que nous sommes en train de lancer le processus de décentralisation, il n'y a aucune exigence qui entre dans le sens de la gestion aussi décentralisée des archives. Ce sont des éléments vraiment qui manquent, mais côté acte, il y a déjà un pas qui est fait, mais niveau gestion globale des archives au niveau des communautés, il y a beaucoup de travail, il y a aucun plan pour pouvoir assister ces institutions à la gestion des archives des communautés et des familles, parce qu'il y a aussi ce pan des archives qu'on néglige beaucoup au pays. On pense que tout, c'est archives administratives. Or, les familles aussi ont tout un patrimoine qu'elles doivent conserver au sein des communautés pour permettre de développer la mémoire de ces communautés-là et servir à l'État demain. Ok, merci Yassé. On va passer directement à Guy Landry qui va nous donner son point de vue sur la question. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, l'état civil, on peut dire que l'état civil est maîtrisé? Est-ce que c'est facile de tracer l'état civil d'un individu? C'est facile de découvrir, de détecter les faux actes? Est-ce que tout ça est informatisé? Est-ce que c'est bien l'archivage de l'état civil en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, vraiment, le constat est un peu désastreux parce que nous venons de traverser plusieurs années de crise qui a beaucoup endommagé certaines administrations, surtout dans les zones ex-assiégées. Au niveau des mairies, c'est un peu difficile. Il n'y a pas d'archivisme même en grande partie. Rares sont des mairies qui sont domaines qui permettent d'archivisme. Donc déjà, il y a un sérieux problème là. Il y a encore beaucoup à faire au niveau de l'état civil en Côte d'Ivoire. Il y a encore beaucoup à faire. Parce que là, il faudrait que l'État s'y penche pour voir comment s'y prendre par rapport à créer soit un répertoire unique où seront référencés tous les individus présents dans ces fichiers-là. Parce que pour le moment, tous ces registres-là, je ne suis pas sûr que ces récents soient numérisés. Nous sommes encore à l'époque archaïque. C'est toujours ce qui se passe. Mais il est encore possible d'améliorer. Car l'État même, je sais que l'État se pense sur l'affaire, vu que l'État même a prévu décentraliser l'État civil, c'est que l'État y réfléchit. On espère que l'État va y joindre aussi les archivistes pour qu'on puisse apporter une organisation et montrer comment s'y prendre de façon globale. Avoir un numéro unique et permettre à tout individu de pouvoir établir son document sans craindre toute action. Parce qu'aujourd'hui, il peut arriver que tu sois confronté à une fraude sans que vous-même vous soyez au courant même. Donc, il faudrait qu'à ce niveau-là, nous ayons à avoir un numéro, un identifiant unique. C'est vrai qu'il existe vraiment sur le papier, mais ayons un fichier numérique parce que le numérique est beaucoup évolué aujourd'hui. Et cela va permettre le partage d'informations entre les différentes localités, les différentes mairies, les différentes préfectures à travers le pays. Donc, pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est vrai, nous venons d'avoir traversé les crises, mais le constat, il y a encore beaucoup à faire au niveau de service d'état civil. C'est ce que je peux dire. Au niveau du secteur de la santé, et dans ce secteur, on sait que en tant qu'archiviste que nous sommes, que le dossier principal, c'est le dossier médical des différentes populations. Est-ce qu'on peut dire qu'en Afrique, on a réglé ce challenge du dossier médical? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la base qui réglemente les activités de gestion des documents, moi, je pense que c'est la loi sur les archives. Aujourd'hui, que ce soit les archives de l'état civil, que ce soit les archives des hôpitaux, que ce soit les archives de l'administration publique, moi, je pense que la législation sur les archives est un élément crucial. Parce que c'est elle qui définit les règles générales de gestion. Moi, avant de venir à la Banque de développement des États d'Afrique centrale, j'étais directeur des archives nationales. J'ai voulu relancer un peu cette question de la législation archivistique parce que celle qui était là est désuète. Elle ne répond plus aux exigences du moment. Mais à un moment, je me suis trouvé face à certaines résistances et je n'ai pas pu faire aboutir le projet jusqu'à ce que je puisse venir ici.
Aujourd'hui, les archives des hôpitaux sont très mal gérées. Et ça pose un problème parce que il n'y a pas de fichier, ou bien il n'y a pas un identifiant unique pour chaque patient. Et il suffit que tu ailles dans un hôpital aujourd'hui et que demain tu ailles dans un autre hôpital, c'est fini. Ça veut dire que tu as plusieurs archives qui ne sont pas liées entre elles. Il n'y a pas l'historique du patient. Et quelquefois, ça amène les médecins à prendre des décisions qui sont très graves, qui vont même aggraver la situation du patient. Parce que ce qu'on appelle l'antécédent sanitaire ou bien l'antécédent médical est très important. La santé, c'est une suite. Si vous avez un patient, vous devez savoir qu'est-ce qui s'est passé avant, il a eu quel genre de maladie avant, comment est-ce qu'il a été traité, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, et c'est une suite logique. Mais s'il faut à chaque fois prendre un patient dans un endroit X et répondre tout, moi je pense que ça pose problème. Et aujourd'hui, moi je pense que nous devons nous battre dans nos pays respectifs pour que les règles soient très claires, que ce soit sur la gestion des archives hospitalières, que ce soit sur les archives administratives. Et moi je pense que la base de tout ça, pour réglementer tout ça, c'est la législation archivistique. Super, merci. Je suis d'avis aussi avec toi. Il faut qu'on revisite déjà toutes nos lois pour les mettre à jour. Et puis ensuite, il faut qu'on arrive à les faire valider et les faire appliquer. Et c'est là tout le challenge. Et c'est pareil en Côte d'Ivoire que dans tous les autres pays africains. On a l'impression qu'il y a toujours un blocage quelque part. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Qu'est-ce qui bloque? Parce qu'on a les compétences, on a des archivistes compétents, on a des législateurs qui sont compétents pour tout ce qui est informatisation. On a la ressource au niveau de l'Afrique, on a des informaticiens très qualifiés, mais l'archivage ne bouge pas, les archives n'arrivent pas à s'exprimer pour contribuer pleinement au développement des pays. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Ok, en fait, si je peux prendre la parole. Vas-y. Tout à l'heure, on a parlé de la relation entre l'archivage et la bonne gouvernance. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème de l'archivage, c'est un problème de volonté politique. Parce qu'on a dit que les archives, c'est la trace. Les archives, c'est la traçabilité. On sait qui a fait quoi, à quel moment. Aujourd'hui, beaucoup de nos gouvernants ne sont pas d'accord pour que les archives soient bien archivées, que ça soit bien traité et que tous ces documents-là soient disponibles. Parce qu'à un moment, ils se disent, je ne veux pas qu'on sache ce que j'ai fait. Donc, si les archives sont en train de subir tous ces problèmes-là, moi, je pense que c'est une volonté politique. Beaucoup n'ont pas besoin que les archives soient bien maintenues. Parce qu'à un moment, ça va les rattraper. 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, ça va les rattraper. Donc, ils font tout pour que ces secteurs-là ne soient pas sur le point que les archives, chacun, moi je connais les ministres qui ont pris fonction et à la veille de leur départ, ils ont fait disparaître certains documents. Ou bien ils rentrent avec. Oui. Parce qu'ils ne veulent pas laisser les traces. Mais aujourd'hui, si la loi interdit à qui que ce soit de rentrer avec les documents de l'État, mais ça ne peut pas se faire. Donc moi je pense qu'à un moment, c'est un problème de volonté politique. Les gens n'ont pas intérêt à ce que les archives soient bien gardées et qu'il y ait de l'ordre dans le secteur de l'archivage. Parce qu'à un moment, ils se disent, on n'est pas des saints et on ne voudrait pas que 10 ans après, 15 ans après, qu'on soit rattrapé par ce que nous avons fait. Donc moi, je pense que c'est un problème de volonté politique. Ok, merci. On voit, c'est vrai que c'est un problème de volonté politique. Mais en même temps, est-ce que les archivistes n'ont pas leur part de responsabilité? Est-ce que la seule volonté politique peut fermer, empêcher, quand on sait que dans les États, c'est la loi qui est au-dessus de tout, les institutions sont au-dessus de tout. Est-ce que tu ne penses pas que les archivistes ont une responsabilité dans cette affaire, Yassé? Je pense que les archivistes ont une responsabilité. C'est vrai, il y a ce problème de volonté politique, c'est l'un des obstacles. Mais au courant de mes échanges, vraiment, quand j'échangeais avec les autres personnels, les autres directions, des directeurs, parfois, je me suis rendu compte que beaucoup, près de 60 à 70% de ceux que je rencontrais, découvraient l'archivistique en échangeant avec moi. Donc, parfois, ils ne maîtrisent pas la portée de la gestion des documents. Ils savent que c'est important, mais jusqu'où ça peut les aider.
pouvoir gérer vraiment les activités, quoi. Donc, il va falloir aux archivistes d'être créatifs pour pouvoir réveiller les consciences. Parce que quand vous arrivez à une administration, certaines personnes négligent tout, pensent que bon, quand l'affaire est close, on peut bâcler. Même le simple versement, beaucoup ne savent pas la procédure pour verser. Or, ils veulent se débarrasser des vieux dossiers qu'ils ont pu traiter. C'est vrai qu'il y a ce côté financier qui fait souvent qu'on veut effacer certaines passes lorsqu'il y a eu des fraudes, mais généralement, la plupart veulent conserver pour que demain, lorsqu'on les accuse, ils puissent se défendre. Et maintenant, ne savent pas comment impliquer l'archiviste dans sa gestion quotidienne. Et ça, l'archiviste d'aller vers l'usager, comme je dis souvent, nous sommes un service orienté usager. Vu que nous sommes un service orienté usager, nous devons mettre ce dernier au centre, l'écouter, échanger avec lui, et maintenant transmettre ce que nous voulons transmettre lors de ces échanges-là. Et ça sert beaucoup. Lorsqu'un archiviste fait les tours, échange avec le personnel, vous apprenez davantage. Je te coupe pas la parole, Yassé. Oui, je vous écoute. Oui, je vous écoute. Je ne te coupe pas la parole, mais est-ce que les archivistes ont des institutions fortes? Moi, je veux savoir si, parce qu'on ne peut pas aller individuellement pour voir, ça va pas, de façon collective, est-ce qu'on peut dire qu'en Afrique, nous avons, en tant qu'archivistes, des institutions fortes pour parler aux États, pour parler aux décideurs et atteindre nos objectifs? Je pense que oui. Vous savez, c'est un peu, nous sommes dans un commerce. Moi, je me dis, nous sommes comme des commerçants. Notre commerce, c'est de permettre aux gens d'avoir l'information en temps réel, la bonne information. C'est ça que nous vendons. Mais maintenant, nous avons des gens qui ont grandi dans des cultures où l'information est un peu mise à part. Ça commence par la lecture. La lecture n'est pas assez ancrée. Et en entreprise aussi, la notion d'archive est un peu banalisée. Maintenant, c'est à nous de les emmener. On peut organiser régulièrement des petites séances, des rencontres avec les directeurs, faire des petits quitus, créer des petits manuels de guides de bonnes pratiques, distribuer en entreprise. Ce n'est pas des petits gestes que des grandes choses peuvent se faire. Parce que si nous attendons que les décideurs qui ne savent pas la gestion des documents d'activité pensent à archives comme les archivistes, nous allons échouer. C'est à nous de nous remobiliser, essayer de bousculer un peu. Des petits challenges, nous ne pouvons pas gagner la guerre sans commencer par une bataille. Donc, des petites batailles, ça s'appelle la bataille de la communication, ça s'appelle la bataille de la sensibilisation. Et après, nous sommes sûrs qu'à long terme, vu que nous avons changé tout ce qui est autour de nous, eux aussi pourront changer. Bref, ça va aller comme un réseau. Et je suis sûr qu'en procédant ainsi, en échangeant et en mettant vraiment celui qui est en face au centre de notre démarche, nous allons faire de grandes choses. Et pour moi, c'est ce que j'ai pu retenir depuis que je suis dans le métier, c'est la communication. Et c'est la clé. Tant qu'on ne communique pas, on ne se vend pas. Si on ne se vend pas, on ne peut pas nous positionner. L'homme en face ne peut pas te positionner dans sa gestion comme un élément important. Et c'est un peu ça. Ok, merci Yassine. Landry, on va venir à toi tout à l'heure, Landry. Mais je veux que tu répondisses dessus. Est-ce qu'on a des institutions fortes en tant qu'archiviste en Afrique? Franchement, moi je dirais non. C'est vrai que ce que Yassine vient de dire, il y a une part de vérité là-dedans, mais il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes parce qu'aujourd'hui, est-ce que dans nos pays, on a un réseau d'archives organisé? Quel est le rôle du service interministériel des archives? Parce que tu peux être dans une administration comme archiviste, mais si tu n'es pas organisé avec la direction des archives nationales qui a un rôle scientifique et technique à jouer, parce qu'aujourd'hui, qui donne les quitus ou bien qui donne la méthode de travail? Il a parlé de les versements. Pourquoi il n'y a pas de procédure d'élimination? Pourquoi il n'y a pas de procédure de communication dans les ministères? Parce qu'à un moment, la direction des archives nationales n'a pas joué son rôle. Exactement. Parce que c'est elle, voilà, parce que c'est elle qui organise les archives de l'administration publique. Parce qu'aujourd'hui, au sein des ministères, on a des dépôts d'archives. Oui. Et ces dépôts d'archives, on a des archivistes qui, normalement, doivent être formés par la direction des archives nationales. C'est la direction des archives nationales qui doit leur dire, bon, désormais, si vous voulez faire des versements, voilà comment est-ce que vous devez procéder, voilà les procédures. Si vous voulez communiquer les archives, voilà les procédures. Si vous voulez éliminer les archives, voilà les procédures. Donc, il y a un rôle scientifique et technique qui n'est pas joué par la direction des archives nationales. Landry, qu'est-ce que tu peux dire sur ce sujet? Ok. D'abord, on voit assez qui parle de la communication et autres.
Je suis aussi d'avis, par exemple, en faisant valoir à travers notre communication, nous allons plus impacter. Mais n'oublions pas aussi ce côté-là. Toute institution forte s'appuie toujours sur les archives nationales. Donc, le vrai problème au niveau des États, c'est au niveau des archives nationales. Parce que, comme M. Pazim l'a dit, c'est l'institution qui joue le rôle de garant entre l'État et les institutions fortes ou associations qui seront créées. C'est-à-dire, quelle que soit l'idée qu'on aura, quel que soit l'engouement qu'on aura, quelles que soient les preuves des risques, tout ce qu'on aura à présenter, les rapports, tant que ce n'est pas validé par ces institutions-là, on aura beaucoup de mal à impacter. Et malheureusement, en Afrique, ces institutions sont beaucoup influencées politiquement. C'est ce qui pose un peu le gros problème. Les archives nationales devraient être posées comme des garants pour amener l'État à comprendre l'importance des archives dans le déroulement de ces activités qui mèneront à la bonne gouvernance. Mais moi, à mon tour, je pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut, quelles étapes vous pouvez proposer pour essayer de remédier à ça, pour que les archives nationales jouent pleinement leur rôle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, hein? Yassé. Yassé. Bon, pour moi, pour que nous ayons des institutions fortes, c'est vrai, les autres collègues ont vraiment soulevé un problème crucial, le rôle des archives nationales. Ici au Cameroun, les archives nationales sont en pleine réhabilitation et restructuration. Et c'est un programme qui s'étend sur 10 ans. Et vous voyez que sur 10 ans, ça veut dire que les choses ne vont pas changer. Là, il y a des étapes. Maintenant, pour pouvoir accompagner les archives nationales, les responsables des archives au sein de chaque département ministériel et chaque entreprise peuvent accompagner en s'impliquant réellement dans la gestion des archives, en initiant des projets qui vont aider à ce que l'entreprise bénéficie d'un système d'information permettant une gestion plus fluide des activités. Et après les archives nationales, je pense surtout aux associations. Parce que pour que la solution vienne, il faut que les associations pèsent, créent un réseau d'influence. Vous savez, lorsque vous avez 200, 300, 400 archivistes assis autour d'une table en train de discuter la question des archives, ils peuvent faire pression au premier ministère, ils peuvent faire pression à la présidence si les archives nationales ne font pas leur rôle. Et ça fait que le premier ministère peut adopter des textes qui vont dans ce sens-là. Donc, je me dis, c'est vrai, les archives nationales posent problème dans certains pays comme le Cameroun. C'est juste en 2014 que ce département-là a été réellement réorganisé. Au départ, ça n'insistait presque pas dans l'organisation administrative. Et pour son plan de restructuration, c'est sur 10 ans. Et en 10 ans, ça fait beaucoup d'années et beaucoup de mètres linéaires qui vont encore être effacés dans l'histoire du pays. Et moi, je pense que si les associations se rassemblent et se solidifient réellement, parce que c'est un vrai challenge. Au Cameroun, on a même déjà 2 associations de professionnels. Donc, vous pouvez imaginer que même à l'intérieur, c'est pas évident. Nous pouvons faire quelque chose. Donc, je pense, association, pour faire pression à partir de son lobbying, et les archives nationales. Avec ces 2 acteurs-là, quelque chose pourra aller dans de très bonnes... Bref, pour aller de l'avant. Ok, merci Yassé. Younous, qu'est-ce que tu penses qu'on peut proposer pour qu'on ait des institutions fortes, pour qu'on fasse pression sur les décideurs? Vraiment, moi, je partage un peu ce que Yassé vient de dire et je vais insister sur quelque chose. Pour qu'on puisse faire pression, il y a d'abord le problème de l'identité professionnelle. Nous, archivistes, nous devons avoir une identité professionnelle très forte. Et il faut passer par quoi? Il faut passer par l'association des professionnels. Aujourd'hui, par exemple, moi je trouve que le fait qu'il y ait déjà des associations au Cameroun, bon, c'est vrai, quand on est unis, on est plus fort. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais si les 2 associations peuvent travailler ensemble. Mais la pression doit venir des associations des professionnels. Et nous devons avoir le sens du réseau. Nous devons être solidaires pour peser. Et si on pèse, on peut pousser le gouvernement à changer certaines choses. Surtout, nous devons insister sur le cadre réglementaire et législatif. Parce que c'est la base, c'est le socle. Si nous n'avons pas un cadre réglementaire et législatif qui est fort, on ne peut pas travailler. Et c'est aux professionnels de mettre la pression sur le gouvernement afin que les choses puissent changer. Moi, je pense que ça, c'est très important. Et il y a la solidarité professionnelle qui doit être au-dessus de tout. Ça, c'est très important.
Merci bien, Younous. Landry, quels sont Ok. tes points pour faire changer les choses? Déjà, je rejoins ce qu'ils ont dit, c'est déjà très bon. Mais moi, là où je mets plus l'accent, c'est la sensibilisation. C'est-à-dire, une fois, pour qu'on puisse vraiment impacter ces hauts placés là, il faudrait que nous sensibilisons beaucoup. Et la sensibilisation, déjà, c'est, comme M. Pascal l'a dit, l'identité professionnelle que nous devons avoir. Ici, rares sont les archivistes qui viendront vraiment parler de leur métier au devant d'un public. Pourtant, quand vous prenez les autres corps de métier, donc vous tapez sur YouTube même, chacun exprime un peu son métier, chacun parle de son métier sur plusieurs angles. Mais nous, les archivistes, nous sommes beaucoup ancrés dans notre petite caverne là et nous sommes là à nous plaindre. Là, nous devons créer une identité à nous, une identité qui visera à sensibiliser, à parler des archives, mais pas seulement à dénigrer, mais à montrer aussi le bienfait si nous pratiquons et si nous adoptons les pratiques archivistiques. Donc déjà, c'est la sensibilisation qui est là. Il y a l'identité professionnelle que nous devons créer en nous aussi. Et maintenant, il y a le réseautage au travers de ces différentes associations qui existent dans les différents pays africains. Parce que là encore, c'est vrai, il existe des associations, mais comment les associations amènent leurs activités? Est-ce qu'il existe vraiment un lien fort entre ces associations et les membres qui adhèrent? Parce que il y a beaucoup d'adhérents, mais qui ne participent à aucune action, qui ne mettent aucune action, mais qui juste adhèrent comme ça pour le fun. Donc là, il y a trois points clés. Avoir un résultat fort des archivistes, pas dans un pays, mais sur tous les continents. Comme ça, on sera fort et on sera mieux écouté pour un partage nord-sud. Et aussi avoir maintenant une bonne identité à pour un chacun d'entre nous. Maintenant, permettre à tout le monde, pas permettre à tout le monde, il faudrait que tout le monde s'implique dans la promotion en faisant au moins la promotion là où il se trouve, dans son environnement, dans sa structure, partout où il se trouve. Il faudrait qu'il parle un peu de ce métier-là. Il faudrait que ça impacte. Il faudrait qu'on entende parler des archives à la télévision, à la radio, dans les journaux. Il faudrait que ça, on voit ça un peu partout pour que cet esprit-là soit implémenté dans tout et chacun. Parce qu'aujourd'hui, si les populations comprennent que les archives de l'hôpital où ils ont l'habitude d'aller sont mal gérées, ils vont dire, ah, mais il faudrait qu'on agisse pour que ces informations, un jour, ne se retrouvent pas dehors. Parce qu'on voit ça beaucoup, on voit des documents importants se trouver dans les rues où on met des galettes, souvent des beignets, où vous voyez des trucs importants. Ça, on voit ça, c'est récurrent ici. Il faudrait que là, nous impactions à travers la sensibilisation. Et cette sensibilisation-là, c'est en ayant notre identité professionnelle à nous et ayant un résultat plus fort sur le continent africain pour mieux faire porter nos voix. C'est ce que je veux dire. Ok, merci Landry. Moi, je vais rajouter juste qu'il faut qu'on regarde des corporations qui, comme nous, ont pu réussir dans ce combat, parce qu'on n'est pas les premiers à être confrontés à ce genre de combat. Il y a d'autres qui ont été confrontés à ça, et donc il faut quand même intéressant ajouter à tout ce que vous avez dit, que les archivistes également puissent s'associer à d'autres corps de métier qui travaillent ensemble fréquemment avec eux. Je citerai les auditeurs, et les experts comptables, tous ceux qui connaissent de façon naturelle l'importance des archives et qui ont déjà une bonne presse, qui sont bien intégrés dans les États, également les juristes et autres. Je pense que si les associations fonctionnent bien, qu'on essaie de créer un lien de partenariat avec ces grosses associations-là, ça sera plus facile d'influencer le pouvoir public. Merci à tous pour vos contributions. C'est parfait. La dernière chose que je veux qu'on aborde, on a dit 11h30, on va finir à temps. Mais la dernière chose que je veux qu'on aborde, c'est vrai, c'est beau tout ce qu'on a dit. Mais est-ce que vous pensez que les archivistes sur le terrain sont capables de relever le défi au niveau de leur formation et de leurs compétences? Est-ce que ce n'est pas ça qui fait aussi que les choses n'avancent pas beaucoup? Est-ce que vous pensez que la formation qu'on donne, tout ce qu'on a comme acquis, comme bagage, peut nous permettre de répondre? Si, bien entendu, les décideurs disent tout de suite go. Pasimi. Merci beaucoup, Jean-Marie Capé, pour cette belle initiative qui malheureusement va bientôt finir. Mais aujourd'hui, il faut savoir une chose. Quand on va à l'école et qu'on sort, on sort avec des notions théoriques, avec des connaissances théoriques. Et l'apprentissage du métier se fait sur le terrain. Et franchement, aujourd'hui, quand on est archiviste, il va falloir qu'on puisse déjà être aguerri dans la pratique. C'est vrai, on le fait pendant nos stages, mais moi je pense qu'on apprend plus lorsqu'on est dans le milieu professionnel.
Et ça, c'est très important. On a eu un webinaire avec le docteur Adama Alipam. Je ne sais pas si vous le connaissez, qui est le directeur des archives et des bibliothèques à l'UNESCO Paris. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que s'il est arrivé jusqu'à ces niveaux-là, ça veut dire qu'à un moment, il faut savoir que les Africains aussi ont du talent. Moi, aujourd'hui, je n'ai aucun complexe vis-à-vis d'un archiviste français ou d'un archiviste américain ou d'un archiviste asiatique. Parce qu'il n'y a que les archivistes. Il n'y a pas un archiviste qui soit plus meilleur que les autres. On est dans un corps qui est commun, on est dans un métier qui nous appartient tous. Et moi, je pense que nous devons travailler, nous devons chaque jour acquérir de nouvelles expériences. Aujourd'hui, il y a un truc que je le fais. Quand je vois un avis de recrutement pour un archiviste, je pars simplement voir les critères. Et je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose dans ces critères-là qui vont m'échapper et que je n'ai pas? Et dès que je vois que je n'ai pas un des critères ou bien je ne réponds pas à un des critères, je me dis, je dois apprendre. Aujourd'hui, on a la chance d'apprendre facilement avec l'Internet. On a la chance de renforcer nos capacités, même nous, en étant à la maison, en nous connectant, en suivant des MOOC, en suivant des formations qui sont souvent gratuites. Et moi, je pense que ça, franchement, il faudrait qu'on les fasse. On ne doit pas rester à la maison à attendre que quelqu'un vienne nous dire « Écoute, je vais te... » Non, il faut qu'on cherche et il faut qu'on renforce chaque jour nos capacités. Vraiment, la formation professionnelle, dans la forme, l'idée est bonne. Mais maintenant, c'est la qualité des contenus qui est vraiment... beaucoup de points sont survolés. Ça veut dire l'étudiant, l'élève en formation reçoit beaucoup de savoir, mais ne peut pas pouvoir contextualiser ça. C'est pour ça que j'aimerais revenir sur ce que mon collègue venait de dire, qu'il faut que nous entrons dans une dimension d'action. Ça veut dire l'archiviste doit maîtriser les préalables du métier, doit pouvoir entrer, lorsqu'il est affecté dans un poste, il doit pouvoir mettre en application tous les process et maîtriser aussi l'écoute, parce que chaque entreprise a un environnement particulier. Et à chaque environnement, il faut que l'archiviste soit capable de pouvoir identifier que ici, la priorité, c'est ceci. Je commence par tel programme, je fais mon audit. Après mon audit, je fais des recommandations à court, moyen, long terme. J'implémente ceci avant que peut-être telle recommandation soit validée. Bref, l'archiviste doit se réinventer. Maintenant, pour se réinventer, la formation joue une place de choix. Et la formation aussi est impactée par la culture du métier. Ça veut dire, quand généralement nous étions en formation, quand on était plus jeunes, les professeurs vendaient le rêve que non, vous allez être des chefs, vous allez être des gars. Donc, ils ont coupé les jeunes de la réalité professionnelle où vous devez créer à chaque fois. Vous devez vous battre pour pouvoir, stabiliser votre place en entreprise. Mais sinon, la formation professionnelle ne permet pas totalement, je dis à 40%, à un individu de pouvoir prendre des décisions fortes. Parce qu'il y a beaucoup de pans pratiques qui ne sont pas abordés ou qui sont survolés lors de la formation. Et maintenant, il va falloir, pour corriger ça, de vraiment impliquer les assistants professionnels pour servir de lobbying au niveau des institutions de formation et au niveau des centres des entreprises qui font ces formations-là pour dire, lorsque vous formez, s'il vous plaît, mettez tel module et mettez plus des activités pratiques. Parce que si ce n'est pas le cas, vraiment, le problème même parfois dans les entreprises, c'est que le professionnel ne sait pas par où commencer. Il arrive, on lui dit, monsieur, vous êtes archiviste, nous venons de vous recruter, voici les documents numériques, nous avons les dépôts là-bas. Le directeur dit qu'il n'a pas de budget pour lancer l'archivage. Donc, pour l'instant, c'est dans votre bureau. Il est renvoyé au point zéro, il ne sait pas par où commencer. Or, s'il maîtrisait ce qu'il a à faire, il saura qu'il doit commencer par une audit, une enquête peut-être de satisfaction pour comprendre quels sont les petits problèmes de chaque jour qu'il peut commencer par résoudre pour, d'une part, rehausser son image et pouvoir faire changer les choses, initier des grands projets en commençant par les petites batailles. Donc, la formation est vraiment très importante. Pour mon cas, j'ai comblé ma formation essentiellement avec la lecture et les formations en ligne. Parce que le niveau que j'avais quand je sortais et le niveau que je suis en train d'acquérir tous les 2 ou 3 mois parce que je lis des mémoires, je lis des thèses dans le métier, j'ai des documents sur les audits au sein des institutions, j'essaie de comprendre comment ils analysent, comment ils font ressortir les problèmes et comment ils pensent corriger cela.
vraiment la formation en, comment dire, l'auto-formation, je ne sais pas comment on appelle ça, la formation, je peux dire freelance si je ne me trompe pas, la formation en freelance qui vient s'appuyer sur la formation professionnelle est vraiment cruciale. Parce qu'il y a aussi un souci, c'est quoi? Vu qu'il n'y a pas beaucoup de professionnels sur le terrain, vous pouvez être formé et vous ne maîtrisez pas toutes les facettes. Et vous arrivez dans une entreprise, celui qui est en face est à un niveau inférieur à vous. Qu'est-ce que vous faites? Si vous ne continuez pas à vous former pour combler vos vies, vous allez rester au même niveau pendant de longues années. Donc, vraiment, niveau formation, il y a tellement de choses qui s'impliquent que parfois, je ne sais pas quelle position prendre. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci à Landry. Est-ce que les archivistes sont suffisamment formés pour répondre aux challenges? Ok. Donc, il voulait dire que la formation est tellement basique que la plupart des étudiants qui souhaitaient orienter vers la fonction publique. Mais ils oublient le côté privé. La fonction publique, au niveau du privé, est plus orientée au développement. C'est-à-dire chaque année, chaque structure fait son effort pour évoluer. Et aujourd'hui, nous pouvons le constater, les documents ne sont plus pareils. Dans plusieurs entreprises, il y a plusieurs types de formations. Il y a le numérique, il y a le physique, il y a l'audio, il y a le visuel, il y a tout autre chose. Et donc, tout archiviste qui sortait, c'est mieux de se confronter à aller se former. Mais souvent, ils sont perdus en disant, mais où se former? C'est là un peu le problème de la formation dans les écoles. Il faudrait que ces professionnels-là, ces professeurs qui enseignent, soient à mesure, même s'ils ne sont pas dans une bonne position de les enseigner, ces techniques-là soient à mesure de les orienter vers les personnes ressources ou encore les sites internet ressources pour pouvoir récolter ces formations-là. Parce que beaucoup ne savent pas qu'en ligne, il y a des plateformes où on peut se former. Et beaucoup aussi méconnaissent aussi le monde, parce que le monde archiviste, c'est un secteur très fermé. Quand tu es nouveau, c'est très difficile de rentrer en contact avec les dévanciers. Très difficile. Mais souvent, si tu as un contact, comment avoir accès à ce dévancier-là, pour au moins t'aller apprendre vers lui, c'est très compliqué. Donc, c'est ce côté-là, il faudrait qu'on trouve un moyen de créer un réseau d'après-formation. C'est-à-dire, quand l'archiviste soit à nouveau, s'il veut se former, soit mieux orienté sur les personnes ressources pour se former, que ce soit en informatique, que ce soit en développement et autres. Il faudrait qu'ils sachent vers qui s'orienter. Parce que c'est là le plus gros problème. On peut s'auto-former, mais la meilleure formation, c'est avec quelqu'un qui a déjà fait quelque chose, quelqu'un qui a déjà accompli. Et c'est très important. Comme vous pouvez le constater, M. Jean-Marie Kabé, vous avez formé déjà beaucoup de personnes qui vous ont côtoyé. M. Pazimi, c'est que si vous avez l'opportunité de croiser un jeune qui vient de sortir, il sera mieux formé que s'il va sur, comme on voit ici, la cybersécurité. Et donc, la meilleure solution qu'il peut poser à toutes ces personnes-là qui vraiment désirent être excellents en archiviste, et comme archiviste, serait mieux de s'approcher de dévanciers. Même si vous ne pouvez pas l'approcher physiquement, aujourd'hui, les réseaux sociaux font qu'on peut causer avec quelqu'un presque éloigné. Et c'est possible. Il suffit de mieux écrire comme c'est doit, ce dont vous avez besoin pour aurez les ressources nécessaires. Et la personne pourra vous orienter même vers les plateformes idéales pour acquérir ces compétences-là. Et ces compétences, vous serez en mesure de les mettre en pratique. Pour les mettre en pratique, lorsque vous gagnez aussi des stages, il serait mieux de proposer des offres gratuites, ce qui est difficile chez les archivistes. Il y a beaucoup de structures. Il y a des structures qui ne sont pas en mesure d'embaucher les archivistes, mais qui produisent des informations, comme les industries, surtout. Mais vous pouvez les proposer gratuitement au service, c'est gagnant-gagnant. Parce que là, si vous arrivez à implémenter une solution qui marche là-bas, sachez que cette industrie sera capable de vous proposer à une autre industrie, puisque c'est un réseautage. Donc là, pour moi, la formation 1, au niveau des établissements, est très basique. Donc déjà, quand nous sortons, si nous n'avons pas un accompagnement des professeurs, il serait mieux de se mettre vers les dévanciers en utilisant les plateformes telles que LinkedIn. Bon, Facebook, c'est un peu difficile, mais LinkedIn, c'est le meilleur. Après LinkedIn, Twitter. Ces personnes-là pourront mieux vous orienter sur quel projet vous pouvez partir et après ça vous former, aller sur le terrain. Donc c'est ce que je voulais dire. Déjà, l'association des professionnels est une entité de formation. Il faut que l'association des professionnels propose déjà certaines formations pour combler certaines failles des jeunes professionnels qui viennent de sortir des écoles. Par exemple, si c'est un jeune qui est membre de l'association, vous pouvez dire, bon, ok, toi tu as un tarif un peu promotionnel, et ceux qui ne font pas partie de l'association peuvent payer un peu plus. Donc, il faudrait que les associations aussi proposent des contenus de formation pour mettre à niveau un peu certains membres de l'association qui ne sont pas à jour dans certaines compétences.
Super, super, super. Merci à tous. Pour terminer, vous aurez deux choses à faire. Votre dernier mot, mais avant votre dernier mot, on a parlé de l'archivage et de la bonne gouvernance dans le développement, l'impact dans le développement des pays africains. Donc, on va essayer de faire un petit résumé pour dire quel est l'apport de l'archivage dans la bonne gouvernance pour entraîner le développement. Ensuite, qu'est-ce qui va arriver aux États si ces États ne prennent pas, ne se penchent pas sur le problème de l'archivage? Et puis, vous allez donner votre mot de fin, soit un message aux archivistes ou un sujet sur lequel vous voulez vous exprimer. Je commence par Yassé. Donc, pour moi, l'archivage, vraiment pour pouvoir aider les États à pouvoir se déployer totalement, doit être au centre de la démarche administrative. Et le document ne doit pas être comme un piège, mais comme un partenaire pour pouvoir faire pousser les choses en avant. Et pour cela, c'est vrai qu'il y a une grosse sensibilisation qui doit être faite pour pouvoir faire partie de cette mentalité où le document est conçu comme comment dire, une pièce qui doit être exploitée après être jetée. Et aussi, il va falloir que les institutions fortes, bref, l'institution forte qui est les archives nationales, doit reprendre son rôle en main pour pouvoir faire pression à l'administration publique et privée en même temps. Cela va vraiment favoriser le déploiement des associations et des professionnels au sein des différentes institutions. Et je pense qu'avec le travail en concert des archives nationales, des associations professionnelles, quelque chose de bien pourra sortir, et aussi des institutions de formation, dont ces trois entités-là, quelque chose de bien pourra sortir des États concernant la gestion du document d'activité. Et s'il faut donner un sujet qui me chagrine, je penserais plus à l'archivage numérique, vu qu'aujourd'hui, tout le monde va entrer dans le numérique et personne ne veut réellement se préparer. Je pense que si nous commençons à nous remobiliser au niveau des États en proposant des grandes lignes et en adaptant les grands standards comme les normes ISO 16175 à nos réalités, nous allons pouvoir proposer aux institutions des bonnes solutions pour pouvoir sortir de cette impasse. Merci, Yassé Landry. Oui, pour l'instant, je dirais que les archives aujourd'hui devaient être au centre de toutes choses, parce que nos États, pour mieux déployer les solutions, s'appuient beaucoup sur les rapports. Donc, il faudrait que d'abord nos associations, mais qui nous défendent, soient vraiment en pleine collaboration avec ces différentes institutions-là, vu que c'est une association de communes. Il serait mieux de les approcher et de mettre en avant l'importance et l'intérêt que les archivistes vont porter sur toute action de l'État. Donc, cette collaboration-là va permettre un vrai déploiement de toutes les solutions administratives. À ce sujet-là, on pourra vraiment observer une belle évolution de l'État, surtout au plan administratif, au niveau des états civils. On aura plus une évolution accélérée pour réduire un peu ces lenteurs administratives, parce qu'on voit combien nous perdons le temps lorsque nous faisons des démarches administratives. Ici, l'État doit aussi se pencher aussi, à savoir que même s'il y a des institutions au niveau des différentes instances bien placées qui gèrent bien les services d'archives, il faudrait que en aval aussi, tout soit bien déployé pour que dans les différentes structures, même la plus petite, on ait un vrai service qui va développer les compétences qu'il faut pour mettre à disposition cette information et garantir aussi une pérennité sécurisée sur un long terme. Mais l'important, c'est que nos associations soient vraiment impliquées et soient de grands partenaires entre l'État et les archivistes qui seront les membres. Je crois que c'est ce qui est le mieux à dire. Merci Landry, on va terminer avec Younous. Ok, merci beaucoup. En fait, moi je pense que pour que nos États puissent vraiment, le rôle que les archives doivent jouer dans le développement des États, moi je pense qu'il y a trois acteurs qui sont impliqués. Il y a d'abord le gouvernement à travers la direction des archives nationales, il y a les associations de professionnels et il y a peut-être les institutions de formation. Donc les associations doivent jouer le rôle de la société civile en mettant la pression, en donnant des directives, parce que l'État seul ne peut pas. Honnêtement, il faut savoir qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. C'est à nous de leur dire, voilà ce que vous devez faire. Et voilà le cadre que nous voulons travailler, dans lequel nous voulons travailler. Maintenant, nous, en tant qu'association, ça c'est notre rôle d'appuyer l'État. Et nous avons aussi un rôle, nous devons nous adapter. Parce qu'à un moment, il faut savoir que
quelquefois on a des connaissances qui sont déphasées par rapport à la réalité sur le terrain. Donc, nous devons vraiment nous adapter. Nous sommes dans une société de l'information où aujourd'hui, les technologies de l'information ont vraiment impacté beaucoup de métiers. Et nous aussi, on est impacté parce que là, la gestion des archives, il y a 20 ans, avec celle d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Nous devons vraiment adapter notre formation par rapport à la société de l'information dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui est vraiment impactée par les technologies de l'information. Donc, c'est un travail de chaîne et chacun a un rôle à jouer. Et surtout, je reviens encore et j'insiste dessus, l'association des professionnels a un rôle majeur à jouer. Parce que c'est nous qui donnons le rythme de ce qu'il faut faire. Moi, je pense que c'est à nous maintenant de donner ce rythme-là et nous devons imposer le cadre dans lequel nous voulons travailler et le gouvernement, s'il comprend ce que nous voulons, moi je pense qu'ils seront prêts aussi à nous donner un cadre propice dans lequel nous pouvons évoluer. Merci beaucoup à tous pour votre participation et pour votre disponibilité surtout. Et puis, je vous souhaite plein succès à tous dans ce combat commun énorme pour le développement de nos États africains à travers les archives. Merci bien. Et puis, merci beaucoup, Jean-Marie Capé. Merci. J'espère qu'on va se revoir très bientôt.